consomme, on va dire en Europe, en moyenne, chaque personne 120 litres d'eau par jour. Et sur ces 120 litres, il n'y a qu'un seul pourcent qui est consacré à la consommation. Alors Aquacop, c'est une jeune asso qui bosse dans la gestion coopérative et durable des eaux. On est une équipe de 4 bénévoles, Tristan, Amélie, Stéphanie et moi-même. Plus spécifiquement, on fait de l'animation et de la sensibilisation sur les thèmes de la ville perméable, de l'assainissement écologique, eau et climat, qualité de l'eau. Et un deuxième volet qui est plus de l'assistance à maîtrise d'usage. Donc là, c'est de l'accompagnement au changement de pratique, que ce soit de côté un changement de pratique individuel ou collectif. Qu'est-ce qu'on entend par rapport à la gestion durable des eaux ? Alors, c'est d'avoir des solutions qui soient pérennes, des solutions techniques qui soient pérennes et qui demandent très peu de technologie et qui soient tournées vers la préservation de l'écosystème et de la ressource en eau. Vous en êtes venu à créer cette association ? Alors, l'idée est venue de Tristan. Je vais essayer de ne pas trop trahir ses pensées. Lui est mécanicien dans la marine marchande à la base. Il a fait ensuite une spécialisation en gestion de l'eau. Et Tristan est quelqu'un qui se pose énormément de questions sur plein de choses. Et plutôt que de se poser les questions tout seul, il s'est dit je vais essayer de rassembler un peu les copains autour de moi, les collègues de promo, voir si on peut réfléchir ensemble à comment avoir un impact sur notre environnement. Et je suis venue à Aquacop de façon plus personnelle après une première expérience en ONG qui n'avait pas répondu à mes attentes. J'avais envie de vraiment faire des choses et de voir une réalisation concrète plutôt que d'être dans une programmation stratégique sur du long terme. Et du coup, j'étais ravie de croiser la route de Tristan. On va parler un petit peu plus de vos actions. Oui. Tu l'as dit, vous avez plusieurs volets. Oui. Pour le côté animation et sensibilisation, on va proposer des actions de balades urbaines, par exemple. Essayer de regrouper des habitants sur un territoire, d'aller explorer en ville pour parler des parcours d'eau, des chemins d'eau, comment ça fonctionne en ville. Quel est l'impact de l'eau en ville, la relation eau et climat, etc. On fait également des petits ateliers pédagogiques, des jeux de rôle sur des situations, des tests, avec des tests sur la qualité de l'eau, sur le goût de l'eau aussi, tout simplement. C'est une première approche pour se poser la question pourquoi telle eau a un goût différent d'une autre, à quoi c'est dû, est-ce que l'eau qu'on boit est bonne. Sur le côté assistance à maîtrise d'usage, là, côté individuel, ça va plutôt être du conseil, une aide qu'on va apporter soit aux particuliers qui nous en font la demande, qui souhaitent installer des toilettes sèches chez eux, qui ont envie de récupérer les eaux pluviales mais qui ne savent pas forcément comment faire. Et sur le niveau collectif, on va travailler avec les communes en proposant des chantiers participatifs. Donc on en a deux principaux, de déminéralisation, donc enlever le revêtement en ville qui est imperméable, et l'autre ça va être sur la construction de toilettes sèches. Justement, ça peut paraître un peu des fois scandaleux qu'on fasse tous nos besoins dans de l'eau potable. De ton avis, je sens que tu as un avis là-dessus justement. C'est comment on peut changer ça, cet aspect d'avoir de l'eau potable dans les toilettes, comment faire mieux, quel est le circuit derrière, et voilà, tu tiens à installer des toilettes sèches chez soi, comment ça marche, voilà. Comment ça marche des briefs toilettes. En fait, c'est une des raisons qui m'a poussée à agir et qui m'a vraiment posé question. C'était de me dire, en fait, il y a 60% en gros de l'eau potable qu'on utilise quotidiennement qui est jetée et qu'on transforme en déchets. Et ça, je trouvais ça complètement aberrant, je ne comprenais pas la logique.
Du coup, plus spécifiquement sur les toilettes sèches, effectivement, on fait nos besoins dans de l'eau qu'on peut consommer, qui est potable. Et en fait, quand on parle aussi de gestion durable, je pense que ça participe aussi de ça, c'est de se dire que on fait partie d'un cycle. Et l'idée avec les toilettes sèches, c'est de remettre aussi, de refaire un circuit qui est fermé, en séparant les urines et les matières fécales. Et ben, ça peut être transformé en quelque chose de positif. C'est plus simplement un déchet. Donc l'urine, elle peut être valorisée pour en faire un engrais. Ça commence un petit peu à venir, il y a beaucoup d'études sur le sujet et même de tests. Je sais qu'à Montpellier, par exemple, il y a un agriculteur qui a utilisé de l'urine, de l'engrais à base d'urine pour fertiliser sa vigne. Ça en fait un vin super. Ce qui est important, c'est vraiment de changer l'image qu'on a sur le pipi, le caca. C'est quelque chose qui est tabou, qu'on cache. On envoie tous les excréments le plus rapidement possible et le plus loin possible du logement dans les réseaux. Ensuite, c'est traité en station d'épuration. Même si c'est traité, malgré tout, c'est rejeté en milieu naturel avec une qualité qui est dégradée, quoi. Donc tout ça, c'est un cycle, une dépense d'énergie et une perte de nutriments, d'atouts, qui est, c'est un gros gâchis, quoi. Plus concrètement, comment on installe les toilettes sèches chez soi pour éviter ce gâchis? Alors, en milieu collectif, pour l'instant, ça se fait très peu. C'est très compliqué. Il y a des gens qui testent de leur côté. Enfin, c'est des petites expérimentations qui, pour l'instant, ne sont pas encore véritablement validées. En assainissement individuel, il suffit d'avoir un lieu avec un bac de récupération à l'extérieur de chez soi. Il y a des toilettes maintenant qui sont très modernes, c'est plus du tout les toilettes au fond du jardin, la cabane avec son seau, etc. Il y a des technologies qui sont vraiment, qui aident vraiment au confort. On va avoir par exemple pour les toilettes à séparation, ça peut marcher même par panneau photovoltaïque, donc ça demande très peu de puissance. Un tapis roulant, un système de tapis roulant en fait qui va d'un côté amener les matières fécales dans le bac du coup de récupération et l'urine va être collectée de l'autre côté simplement par gravité. C'est l'inclinaison en fait de la cuvette qui fait que l'urine va aller dans un bac séparé et le fait de séparer l'urine et les matières fécales va permettre du coup de pouvoir les valoriser chacune de leur côté. Donc il n'y a pas de mauvaise odeur, il n'y a pas d'amendement de sûr, il n'y a pas de il faut nettoyer derrière, aller racler tout ça. Enfin, il y a quand même des solutions qui apportent un confort. Ecosec qui en a proposé, toilettes publiques. Il y en a, alors il me semble qu'il y a des urinoirs et une cabine sous le métro à Stalingrad. Il y a une autre cabine qui est installée à l'intérieur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. J'ai vu que, alors pour des raisons aussi, on les a contactés, j'espère qu'on pourra les voir, que vous aviez participé à la conception, l'éco-conception, en tout cas du hameau, du hameau, voilà, du Champ-Foulon. Oui. Quel a été votre rapport? Quelles sont les actions? Je sais que c'est un hameau qui est en cours toujours d'élaboration. Oui. Voilà, quelles actions, vous, en tant qu'Aquacop, vous avez mis en place pour l'éco-hameau? Alors, il y avait beaucoup, enfin, sur ce terrain, il y avait des enjeux liés à la permaculture, liés à la récupération des eaux de pluie et à la question des toilettes sèches. Du coup, on a rencontré les habitants qui étaient intéressés par rejoindre ce projet de construction d'éco-hameau. Et on a essayé de voir avec eux quels étaient leurs besoins, parce qu'il y en a qui étaient en logement social, il y en a qui étaient en maison individuelle, il y en a qui voulaient faire de la permaculture, il y en a qui voulaient des toilettes sèches, il y en a qui n'en voulaient pas, il y en a qui voulaient pouvoir avoir l'option des deux, de pouvoir changer d'avis. Donc voilà, faire un diagnostic déjà de tous les besoins, de tous les usages liés à l'eau qu'il y avait sur les parcelles. Donc on propose plusieurs solutions et ensuite c'est à eux de faire le choix, mais on les a accompagnés, on va dire, pour qu'ils aient tous les éléments techniques pour pouvoir faire leur choix en connaissance de cause.
On voit encore celui peut-être des collectivités et des citoyens, tu as commencé à parler des actions. Oui. Voilà, j'ai vu pour Paris, notamment au niveau de la ville de Paris, vous avez fait pas mal de partenariats et d'actions. Est-ce que tu peux éventuellement nous en citer une ou deux comme ça qui te tiennent à cœur? Oui. Nous, on a choisi celui de la déminéralisation de l'espace public parce que c'était quelque chose qu'on voulait déjà faire avec Aquacop. Donc on a commencé à lancer ce projet qui s'appelle Pète ton bitume sur la déminéralisation du 10e arrondissement, qui est un arrondissement, je pense, l'un des plus minéral entre les deux gares. Même s'il y a le canal, c'est quand même un des arrondissements qui reste le plus chaud en été. Et on a fait des balades exploratoires avec des habitants du 10e pour voir les usages, voir où est-ce qu'on pouvait enlever du bitume pour laisser l'eau se réinfiltrer naturellement. Ça permet non seulement de limiter la vitesse d'écoulement de l'eau, donc ralentir l'eau, c'est éviter des débordements en cas de forte pluie. C'est créer des espaces végétalisés, donc agréables à vivre et rafraîchir la ville tout simplement en période de canicule. Je pense qu'on est maintenant tous habitués à suer à grosses gouttes quand on marche dans Paris. Donc avoir des espaces verts, des espaces rafraîchis, c'est quand même important pour le cadre de vie. On éduque à cette gestion durable de l'eau, comment on vulgarise, parce que c'est quand même un sujet qui est complexe. Enfin, je veux dire, voilà, à la fois on nous dit, bon, ok, tu fermes le robinet pendant que tu laves les dents, super, très bien. Mais enfin, il y a un peu plus de complexité que ça derrière pour la gestion durable. Donc, comment on éduque finalement, voilà, comment on vulgarise, comment on éduque tous ces publics à cette question de gestion durable de l'eau? Nous, on a choisi de le faire justement par le faire aux gens. Donc, les balades exploratoires, c'est apprendre à regarder la ville autrement, à se dire que quand il pleut, c'est pas forcément une mauvaise chose. Regarder comment l'eau se comporte en ville. Et le chantier participatif, c'est exactement la même chose. C'est proposer aux gens de faire, d'enlever du bitume, de voir que de planter un arbre qui aura des racines qui auront à telle profondeur ou telle profondeur, ça a un impact. De recréer une mare, de voir la biodiversité se développer. Tout ça, c'est des actions où ce sont les gens eux-mêmes qui créent les choses, et c'est comme ça qu'on crée, pour moi, la science citoyenne, ce qu'on essaie un petit peu de faire, ça passe par là, quoi. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, selon vous, c'est quoi maintenant le cycle de l'eau? Quelle est la vraie représentation qu'on pourrait en faire aujourd'hui? Ce qui manque vraiment dans les représentations du cycle de l'eau aujourd'hui, c'est vraiment l'action de l'homme. Comment est-ce qu'on détourne les chemins de l'eau? Comment est-ce qu'on... En fait, le fait d'envoyer de l'eau dans des réseaux, c'est la contrôler. Et le fait de renvoyer directement à l'exutoire en ayant essayé de la potabiliser ou de la rendre plus propre, c'est détourner le cycle naturel, puisque normalement, l'eau de pluie tombe, s'infiltre, recharge les nappes, et le reste, l'excédent, s'écoule. Sauf que nous, on a tout imperméabilisé, on rejette l'eau le plus rapidement possible vers les réseaux et les exutoires. Et après, il faut contrôler les crues. Donc, on a encore des systèmes, voilà. Et c'est tout ça qui n'apparaît absolument pas quand on voit ce joli schéma du cycle de l'eau avec le nuage, la montagne, et puis la rivière après. Aujourd'hui, c'est plus du tout d'habilité, quoi. La pollution, c'est quoi les impacts sur la biodiversité, sur l'humain, sur ces cours d'eau? Comme l'eau est le point de départ à toute la chaîne ensuite, c'est dégrader toute la chaîne de biodiversité. S'il n'y a plus de micro-organismes vivants dans l'eau, il n'y aura plus de poissons dans les rivières, il n'y aura plus de zones humides, il n'y a plus, ne serait-ce que même les moustiques qui sont naturellement présents, il y en a qui sont trop présents dans certaines zones, il y en a qui sont plus du tout présents dans d'autres. On dérègle en fait tout le cycle naturel. Alors sur la Seine, ce qui est marrant entre guillemets, c'est qu'il est prévu quand même pour les JO de 2024 d'avoir une eau qui permette la baignade, les eaux de la Seine qui permettent la baignade pour les JO. Donc il y a une contradiction aussi entre les engagements politiques
et les prises de parole publiques et la réalité des entreprises et du fonctionnement. Enfin, s'ils le font, c'est qu'ils sont autorisés à le faire, enfin, ou en tout cas qu'ils n'ont pas de sanctions suffisamment fortes pour les en dissuader. Je veux juste revenir à l'échelle peut-être un petit peu individuelle, une sorte de données chiffrées comme ça. On consomme, on va dire en Europe, en moyenne, chaque personne 120 litres d'eau par jour. Et sur ces 120 litres, il n'y a qu'un seul % qui est consacré à la consommation. Donc, je te laisse imaginer pour tout le reste. Il y a environ 40% qui est, je crois, dédié à la salle de bain. Donc, douche, bain, brossage des dents, etc. Et 20 autres pourcents qui sont consacrés aux toilettes. Et ensuite, le reste, ça va être lavage des voitures, arrosage des plantes, la machine à laver, etc. Et cuisine, enfin oui, tout ce qui va avec. Oui. Mais enfin, les 1%, ils sont dans l'eau de cuisine, enfin, pour la consommation humaine aussi. C'est quand même assez spectaculaire, quoi. Quels sont vos coups d'après pour Aquacop? Je pense que ça va être d'essayer de se transformer en coopérative pour travailler vraiment avec le volet usager, collectivité territoriale et association. Et du coup, ça nous permet d'avoir des interventions à toutes les échelles. Et c'est ça qui est intéressant. Et j'espère déminéraliser tout Paris, ce serait trop bien. Non, mais avoir multiplié les chantiers de déminéralisation, comme on est sur quelque chose qui est innovant, de très nouveau, ça prend du temps à se mettre en place, mais je pense que d'ici l'année prochaine, on aura nos premiers chantiers qui seront faits, réalisés. Et on l'espère. J'espère. On parlait beaucoup de la gestion durable des eaux, donc c'est sur comment l'homme peut mieux s'intégrer à la nature. Pour toi, c'est quoi les autres voies possibles? C'est quoi ce qui fait un monde plus durable, selon toi? Grande question. Je pense que c'est vraiment d'arrêter de réfléchir en termes de linéarité. C'est juste de prendre conscience que tout est un cycle et qu'il n'y a pas une ressource qu'on peut exploiter, utiliser, qui va être séparée, qui n'aura pas d'impact en fait, sur notre vie au quotidien. Donc considérer que l'eau, l'alimentation, l'énergie, ce qu'on appelle les déchets, les biodéchets aujourd'hui, tout ça, ça fait partie du même cycle. Et de remettre un peu de circularité dans tout ça, c'est ce qui fera que ça pourra mieux fonctionner. Et même dans le fonctionnement des services, les services techniques de la ville aujourd'hui sont complètement décloisonnés. Espace vert ne va pas discuter avec urbanisme. Enfin, il y a quelque chose de pas logique et de remettre du commun là-dedans. Pour moi, c'est un des leviers qui fera que ça pourra, les lignes pourront bouger. Merci beaucoup en tout cas Merci. pour ton temps, c'est super.